Tu dors suffisamment, tu fais attention à ta récupération puisque tu as inclus des compléments, des routines pour pouvoir mieux récupérer. Et malgré tous ces efforts, tu continues d'être fatigué et tes performances ne décollent pas. Et si le problème, ce n'était pas que tu récupères mal, mais plutôt que tu ne donnes pas assez d'énergie à ton corps pour pouvoir récupérer. Dans cet épisode de podcast, on va voir pourquoi et comment les sportifs se retrouvent à sous-estimer leurs besoins énergétiques, comment ils vont pouvoir faire pour pouvoir améliorer, répondre à leurs besoins et pouvoir organiser ça dans leur journée autour de leurs entraînements. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui parle de santé et de performance. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler alimentation, on va parler besoins énergétiques et besoins du sportif. C'est un épisode très intéressant et qui intervient un peu au bon moment, parce que j'ai moi-même été confrontée à cette problématique durant ma dernière prépa, où je me suis retrouvée à manger beaucoup moins que ce que je devrais, à ne plus apporter suffisamment d'énergie à mon corps, et ça m'a valu quelques soucis de santé, alors en plus d'autres choses évidemment, mais je trouvais ça intéressant du coup de pouvoir vous partager cet épisode avec mon expérience, et évidemment de pouvoir vous donner des solutions, puisque je me suis beaucoup renseignée dessus, j'ai aussi appliqué mes propres conseils, on va dire, et qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus en forme, et ça vous permettra, à vous qui écoutez cet épisode, de comprendre comment l'alimentation doit vous servir pour pouvoir performer dans votre discipline. Premièrement, on va voir ensemble pourquoi un sportif, encore plus un pratiquant de force, a besoin d'énergie. Qu'est-ce qui conditionne le fait qu'il va avoir besoin d'un bon apport par rapport à quelqu'un, on va dire, de lambda qui ne ferait pas autant d'activités sportives. Déjà, premièrement, il faut comprendre que pour progresser dans une discipline, quelle qu'elle soit, c'est l'adaptation qui fait que vous allez évoluer. Et l'adaptation, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, ça se fait sur les phases de récupération. C'est pour ça que celle-ci est très importante, on en a déjà parlé ensemble. Mais pour pouvoir récupérer et créer ces adaptations, le corps, il a besoin d'énergie. Il fonctionne qu'à l'énergie, c'est-à-dire que pour chaque chose que votre corps fait, que ce soit d'ailleurs consciemment ou inconsciemment, il a besoin d'énergie et sans ça, il ne peut pas fonctionner. Et l'énergie, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le carburant que vous allez donner à votre corps via l'alimentation. Donc vous comprenez déjà que vous, en tant que sportif, votre corps va avoir besoin d'énergie supplémentaire pour pouvoir réparer les fibres musculaires que vous avez lésées lors de l'entraînement, pour pouvoir récupérer nerveusement, pour pouvoir soutenir le système hormonal et créer des adaptations, pour pouvoir restaurer les réserves énergétiques, pour pouvoir synthétiser de nouvelles protéines, et j'en passe. Pour répondre à l'impact de votre entraînement, votre corps a besoin d'énergie. Et s'ajoute à ça des dépenses que souvent on peut oublier. Ce qu'on appelle par exemple le NEAT. Le NEAT, c'est Non-Energy Activity Thermogenesis. Et en fait, c'est l'activité entre guillemets non consciente, c'est-à-dire quand vous allez vous déplacer pour aller travailler, quand vous allez bouger chez vous, quand vous allez monter des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, toute cette activité que vous avez au cours de votre journée est une dépense énergétique supplémentaire qu'il faut combler. Parce que si vous considérez votre dépense énergétique uniquement avec vos entraînements, vous oubliez probablement une grosse partie de votre journée, encore plus si vous avez un travail qui est plutôt actif, où vous êtes beaucoup debout et que vous vous déplacez beaucoup. Donc ça, c'est très important également à prendre en compte. Et on a tout ce qui est métabolisme de base. Ça veut dire que quand bien même vous passeriez votre journée allongée, sans rien faire, sans bouger, votre corps dépenserait des calories, aurait une dépense énergétique juste pour le fonctionnement de vous maintenir en vie. Donc votre métabolisme de base, ce dont je viens de vous parler, votre NEAT et votre activité liée à l'entraînement vont faire que vous allez avoir une dépense énergétique qui peut varier en fonction de votre taille, votre poids, votre métabolisme de base, vos activités de la journée, vos entraînements. Enfin voilà, c'est une valeur qui est très individuelle en fonction de vos particularités et de vos activités. Mais disons qu'il va falloir répondre à cette dépense énergétique-là via votre alimentation, sinon vous n'allez pas donner assez à votre corps pour pouvoir fonctionner sur tous ces points-là. Par rapport à nos besoins en tant que sportif, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se consacrer aux protéines. Les protéines, c'est un peu notre gold standard, c'est-à-dire c'est le truc qu'on veut dans chaque aliment, on cherche toujours les trucs les plus protéinés, etc. Parce qu'on sait que les protéines, ça nous permet de créer du muscle, et quelle que soit en vrai notre discipline, ce qu'on veut, c'est du muscle. Souvent, soit pour l'aspect esthétique, soit pour l'aspect performance, parce que c'est ça qui va nous permettre de performer.
Sauf que c'est très bien, et c'est très bien de s'occuper des protéines, on y reviendra plus tard dans l'épisode, mais souvent, on peut oublier les glucides, ou diaboliser un petit peu même les glucides, alors que les glucides, c'est vraiment ce qui va apporter l'énergie. L'énergie d'avoir de l'énergie, tout simplement, sur vos entraînements ou sur ce que vous êtes en train de faire. Et même en sport de force, ça va être important. Pourquoi ? Parce qu'on sait que sur des efforts courts et intenses, on va plutôt utiliser le système phosphagène et la phosphocréatine. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très important et très intéressant de pouvoir se supplémenter en créatine quand on fait des sports de force, parce que c'est cette voie-là qui est utilisée pour pouvoir produire de la force d'un coup, très rapidement. Donc si c'est pas votre cas, je vous conseille, quand vous faites des sports de force, de vous supplémenter en créatine, ça aidera à maximiser vos performances. Néanmoins, on a quand même besoin de l'aspect glucides. Pourquoi ? Parce que les glucides, c'est ce qui va nous permettre d'encaisser toute notre séance. Parce que même si on fait un sport de force, on a quand même du renfort, on a quand même du volume, on a quand même plusieurs séries, on a quand même plusieurs répétitions, ce qui fait que sur la séance entière, si on arrive sans glucides, ça va être compliqué de performer, puisque très souvent dans nos entraînements, on ne se retrouve pas sur un seul effort unique et intense. Il n'y a que en compétition, en vrai, qu'on est confronté à ça, et même, j'ai envie de vous dire, sur l'aspect compétition, on a quand même 4 mouvements, 3 essais par mouvement. Là aussi, c'est intéressant d'avoir des glucides. Peut-être qu'on pourra en faire un épisode un petit peu plus détaillé, d'ailleurs, sur que manger en compétition. Ça pourrait être intéressant. Et je remarque, d'ailleurs, que même en compétition, souvent, les sportifs ont tendance à manger de glucides, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Mais vous comprendrez bien, du coup, que les glucides, dans nos sports de force, et dans les autres sports, évidemment, ça va être très important pour avoir l'énergie sur nos entraînements. On va revenir un petit peu plus tard dans l'épisode sur l'aspect macro, mais là je voulais vous parler d'une partie importante, qui est le fait qu'on peut manger beaucoup, mais pas assez. Parce que vous l'avez compris avec tout ce qu'on s'est dit en introduction, en fait, nos besoins énergétiques, ils représentent beaucoup par rapport à tout ce qu'on fait, et même si on mange beaucoup en quantité, ça comble pas forcément nos besoins, et surtout, ça dépend aussi de ce qu'on mange. On peut manger beaucoup de volume, c'est-à-dire avoir des grosses assiettes très volumiques, et pour autant pas tant de calories que ça. Et on peut aussi avoir un gros volume d'aliments qu'on ingère, mais pas forcément les répartitions qui sont les plus intéressantes. Si on s'intéresse par exemple qu'aux protéines, et qu'on oublie un peu l'aspect glucides, on va être très haut en protéines, et c'est cool pour faire du muscle, mais si on n'a pas d'énergie pour que le muscle puisse l'utiliser pour pouvoir faire du muscle, c'est compliqué et ça va freiner aussi notre performance de ce point de vue-là. Et en fait, en tant que sportif, c'est relativement facile de ne pas manger assez, je trouve, et c'est ce à quoi j'ai été confrontée, comme je vous l'ai expliqué, parce que on se rend pas forcément compte, si on compte pas effectivement toutes nos calories, tout ça, de ce qu'on ingère. Alors dans cet épisode, je vais pas forcément vous recommander de tout compter en détail, parce qu'après on peut vite arriver dans des troubles du comportement alimentaire quand même. Si vous êtes plutôt à l'aise avec ça, c'est très bien pour vous. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas obligatoire, mais il y a d'autres façons de pouvoir se rendre compte de ce qu'on mange. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en tant que sportif, on a facilement la possibilité de ne pas avoir assez d'énergie. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si on augmente le nombre de séances, ou la durée des séances, sans augmenter l'alimentation, on se retrouve avec un déficit plus important. Si on augmente sa dépense énergétique, donc via la marche, je sais pas, vous passez de 5000 à 15 000 pas par jour, sans augmenter l'alimentation, vous creusez un déficit. Si on se concentre, pareil, sur des aliments sains, souvent, les aliments dits sains, dits sains, j'allais dire, faut pas tomber dans l'aspect marketing quand je dis ça, parce que c'est pas toujours la vérité, mais si on se tourne, on va dire, naturellement vers des aliments plus sains, c'est souvent moins calorique, moins énergétique. Donc si notre alimentation est composée que de ça, sans pour autant augmenter les quantités, pareil, on se retrouve avec un peu plus de déficit. Si on cherche à rester très sec toute l'année, pareil, on va risquer d'être plus facilement en déficit. Et si on réduit, supprime les glucides, pareil, on est beaucoup plus en déficit. Et pour vous prendre mon exemple perso, c'est un peu ce qui m'est arrivé sur la fin de prépa, et comment je me suis retrouvée à manger 1300 calories, alors que mon corps en aurait besoin de facile 1000 de plus, en vérité. C'est à cause de un petit peu tout ce que je viens de vous citer. Pourquoi ? Parce que, pour vous remettre dans le contexte, j'étais en préparation compétition. Qui dit prépa compétition dit on doit redescendre au poids de la catégorie. Moi, j'avoue, j'aime bien m'y prendre un peu à l'avance parce que les gros cuts, ça me fait trop peur. Donc voilà, je devais être à 59, il fallait que je perde 2 kilos pour redescendre à 57 et je me suis mis déjà énormément de pression par rapport à ça. Ce qui veut dire que
je marchais plus de 10 000 pas, voire 15 000 pas par jour, tous les jours, alors que c'était plus du tout le cas sur mes semaines précédentes. Donc ça veut dire, déjà, j'ai augmenté ma dépense énergétique. En plus, j'étais en prépa compétition, donc autant vous dire, en termes d'intensité de séance, on est quand même un cran au-dessus, donc beaucoup plus de dépenses intra-séance. Plus, j'avais la pression via la nourriture, donc j'ai baissé énormément mon apport calorique, j'allais dire sans trop m'en rendre compte, en m'en rendant un peu compte, mais pas au point où j'en étais. Et facilement, on a tendance à se dire, je baisse principalement les glucides, en vrai, parce qu'on tient notre protéine, on sait que c'est important. Donc voilà, c'est les glucides qui trinquent en premier. Et tous ces éléments ont fait que je me retrouvais vraiment très fortement en déficit calorique, et ça n'a fait que engendrer ou amplifier quelques problématiques de santé, d'un point de vue hormonal, d'un point de vue nerveux, mais également je sentais que mon corps était en train de craquer, même physiquement, d'un point de vue articulairement, j'ai eu pas mal de petits soucis. Donc, vous voyez, toute cette phase-là fait que, sans trop s'en rendre compte, on peut facilement descendre. Et moi, quand je disais, je me suis retrouvée à manger 1300 calories, c'est la vérité, et je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment donné, ma coach m'a dit, mais compte ce que tu manges sur ta journée. En vrai, ça a l'air peu. Et je pensais pas moi-même être si basse, parce que je me serais rendu compte, je sais très bien que 1300 calories par rapport à moi, mon activité, ma vie, etc., c'est très très peu. Mais le fait est que je m'en suis pas rendu compte avant de compter, alors que, voilà, je suis dans le sport depuis longtemps, j'ai déjà compté mes calories, mais quand ça se concerne soi, on est un peu aveugle par rapport à ça, et comme je suis quelqu'un qui ne sent pas forcément la faim, je m'en rendais pas compte autrement que par les signaux que pouvait m'emmener mon corps. Ce qui fait que là, mon corps n'avait même pas de quoi juste fonctionner. C'est-à-dire, je resterais dans le lit comme ça, comme je vous l'ai dit, sans bouger, que 1300 calories, ce n'était pas assez pour lui pour fonctionner. Donc vous comprenez bien que quand on ajoute de la marche et des entraînements intensifs, ça peut facilement poser problème. Donc c'est là où je vous dis, il faut être vigilant un petit peu à tous ces changements-là, parce que quand vous êtes en prépa, vous allez avoir besoin de manger plus. Quand vous augmentez votre dépense, vous allez avoir besoin de manger plus. Si vous faites d'autres activités, pareil, vous allez avoir besoin de manger plus. Et c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir réguler son alimentation plutôt spontanément. Alors, si vous êtes des personnes qui ressentez la faim et qui avez faim facilement, le corps est quand même normalement relativement bien fait. Et quand il a faim, c'est qu'il a besoin. Vous voyez, pareil, quand on a envie de manger du salé, par exemple, c'est souvent que votre corps manque de sel, le sucre, etc. C'est plutôt bien fait, normalement. Mais si vous êtes des profils, comme moi, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'interoception et qui sentaient pas ces choses-là, là, c'est plus compliqué d'évaluer parce qu'on peut pas se fier seulement à nos sensations, et il faut vraiment un petit peu tout calculer pour se rendre compte d'eux. Et quand on ajoute à ça l'aspect poids à gérer, il y a aussi cette pression-là, et c'est pas forcément évident. Surtout que moi, je me suis retrouvée du coup à faire mon déficit pendant que j'étais en rétention d'eau liée à mon cycle menstruel. Ce qui fait que le poids est biaisé. Parce que pendant cette phase-là, je sais que je peux prendre facilement 2 kilos. Je le sais, mais quand sur la balance, on a 3 semaines de la comp, que j'ai 2 kilos en trop, ça met un peu la pression. Voilà. Donc tous ces facteurs-là ont fait que je me suis retrouvée avec très peu d'énergie. C'est d'ailleurs assez impressionnant que j'ai pu quand même sortir des bonnes perfs là sur la fin de la prépa, malgré si peu d'énergie. Donc je me dis là, ça va être cool. Enfin, c'est d'ailleurs cool de remanger, parce que je vois que je suis beaucoup plus en forme sur mes entraînements. Et pareil, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard dans l'épisode, de comment répartir son alimentation, ses macros autour de l'entraînement, pour pouvoir en maximiser les besoins. Et vous comprenez avec cette partie que, c'est pas toujours facile de se rendre compte, et que c'est important en tant que sportif, de faire attention quand même à son apport, même si on veut manger sain, même si on veut conserver un bon physique, même si on veut des performances, même si on se déplace. Manger, ça signifie pas manger de la merde, hein. C'est vraiment manger juste ce que ton corps a besoin pour atteindre tes objectifs. Et si tu ne fais pas ça, si tu n'apportes pas suffisamment, de toute façon, tu n'évolueras pas vers tes objectifs. Ou en tout cas, pas de la meilleure des façons et pas de façon optimale. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu du poids, parce que là, je l'ai abordé avec le fait que je me suis retrouvée à devoir descendre un petit peu en poids pour être dans ma catégorie. Et c'est d'ailleurs là que ces problèmes d'alimentation se sont un petit peu plus décuplés, même si je pense que ça fait un moment que je mange pas, en tout cas, à mes besoins. Mais je trouvais ça important de parler de l'aspect poids et de l'aspect catégorie, surtout quand on fait un sport à catégorie, comme le streetlifting ou le powerlifting. Pourquoi ? Parce que on a souvent tendance à se dire « il faut que je sois le plus léger possible »,
encore plus en street lifting parce qu'on doit soulever notre poids en plus de la charge sur nos mouvements. Plus je suis léger, plus du coup je vais être compétitif. C'est un peu le raccourci qu'on fait et on se retrouve avec des profils qui se mettent à cut. Moi j'avais 2 kilos à cut, c'était pas beaucoup, bien que pour mon gabarit c'est déjà pas mal, mais on a des profils chez les hommes qui cut des 6 kilos, 7 kilos, enfin c'est des choses ultra impressionnantes. Et faut comprendre que être plus léger, ce sera pas forcément la meilleure façon d'être performant. Pourquoi ? Parce que vous allez tirer sur votre corps, vous allez le forcer à descendre, surtout que dans nos sports à nous, même les hommes qui sont plus lourds, voilà, de 6-7 kilos à l'année, ils restent relativement secs. Donc vous imaginez bien que perdre 6-7 kilos de gras et de flotte, on commence à taper un peu peut-être dans les stocks hydriques importants pour le corps, on commence à taper dans des réserves qui ne devraient pas être tapées, enfin vous voyez, on met vraiment le corps en danger. En vrai, il faut dire les termes. On met vraiment le corps en danger, et si c'est dans un aspect performance, on peut le concevoir, dans le sens où la performance, on l'a déjà dit dans ce podcast, c'est, voilà, on met un peu l'aspect santé de côté, en tout cas une partie de l'année. Mais si en plus, on tire sur son corps, et derrière, on n'est pas forcément performant, parce que pareil, on en voit aussi des athlètes comme ça, qui se forcent à cut pour être dans leur catégorie, et qui au final, sur les compétitions, ne sont pas performants, parce qu'ils ont trop tiré sur leur corps, et parce que ce n'est tout simplement pas un poids pour lequel leur corps fonctionne normalement et peut exprimer le maximum de leur performance. Là, ça vaut le coup de réfléchir à monter de catégorie. Monter de catégorie, 1, pour peut-être moins se prendre la tête avec un cut à l'approche des compétitions, pour pouvoir manger plus, apporter plus de nutriments, apporter plus d'énergie à son corps, être moins en phase de restriction, et pouvoir potentiellement exprimer plus de performance. Et ça, je vous invite vraiment à vous poser la question de est-ce que vous vous sentez dans votre catégorie ? En vrai, j'aurais pas de réponse universelle à vous apporter là-dessus, mais je pense qu'il y a plusieurs points déjà à évoquer. C'est est-ce que vous arrivez facilement dans votre catégorie ? Si vous êtes obligé de faire des cuts monstrueux, des saunas, des hammams, des crachats, des trucs de fou, c'est que probablement déjà, on commence à pas être dans la catégorie où votre corps se sent le mieux, parce que si vous avez du mal à descendre, c'est que votre corps, il préfère être plus haut. Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous êtes plus performant quand vous êtes plus lourd ? En fait, si vous forcez à cutter, arriver dans votre catégorie et que vous performez pas, c'est probablement qu'il faudrait aller au-dessus. Sachant que très souvent, la peur qu'on peut avoir en montant en catégorie, c'est se dire le niveau, il est plus élevé. Oui, il est plus élevé, mais si t'apportes plus d'énergie à ton corps, t'es plus lourd, toi aussi, t'auras un niveau plus élevé. Et ça, c'est bien de le comprendre et de se poser ces questions-là pour éviter de tirer un petit peu trop sur le corps et arriver à des choses qui sont pas forcément saines et qui pourraient en tout cas être optimisées. Alors après, j'entends très bien qu'en fonction des catégories, des fois, on a plus quelque chose à jouer dans celle du dessous, donc on va préférer être peut-être moins en forme, mais toujours plus compétitif que dans la caté du dessus. Et ça s'entend, c'est aussi des stratégies de compétition et d'athlète quand on vise du haut niveau. Mais voilà, si vous avez le choix, vous prenez pas la tête avec ça. Et je sais que par exemple, avec les athlètes que j'accompagne, on se prend vraiment pas la tête du poids, en tout cas au moins sur les premières compétitions, parce que le but, c'est juste de kiffer. Et en vrai, toutes ces stratégies de catégorie de poids, etc., pour moi, faut vraiment y penser quand on va à un autre niveau aussi. Quand on veut vraiment une place à jouer quelque part, quand on veut viser l'international, là oui, on va se poser ces questions-là, de qu'est-ce qui est le plus pertinent pour nous, pour pouvoir performer. Mais je veux dire, avant, pour moi, ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête, parce que on va déjà rentrer dans une spirale où on va se mettre en déficit énergétique, on va se rapprocher de ce qui peut être, par exemple, un Red S syndrome, dont je vous ai déjà parlé dans un autre épisode, pour quoi comme gain ? Peut-être pas grand-chose. Donc moi, je vous invite vraiment à pas vous prendre la tête déjà si c'est vos premières compétitions, si vous n'avez pas d'enjeu. Vous faites pas de cut, on s'en fout, allez dans la caté que vous êtes, ou alors faites un léger cut, comme par exemple là j'avais 2 kilos, ça se perd quand même facilement, mais au-delà, ça vaut pas le coup, et vous risquez de plus vous frustrer, parce que vous allez vous mettre déjà votre corps en restriction, et même vous, ça vous met dans une spirale de il faut que je perde, il faut que je sois dans une énergie de manque,
Là où, en compétition, faut être dans une énergie de gain, dans une énergie de performance, dans une énergie de j'exprime. Donc, il y a pas mal d'inconvénients, je trouve, à faire ça. Et pour moi, ça vaut le coup que si, voilà, on vise vraiment une place à jouer, une place importante. Là, oui, évidemment, ça reste de la performance. Et là où on est le plus performant, il faut y aller, même s'il y a quelques sacrifices à faire. Alors, ensuite, on va rentrer dans une nouvelle partie pour pouvoir savoir comment on sait si on ne mange pas assez, comment on sait si notre corps a besoin de plus d'énergie. Donc, il y a différentes choses que je vais exprimer ici. Évidemment, ça ne fait pas état de diagnostic, mais c'est déjà des pistes qui peuvent vous amener à vous poser des questions. Déjà, il va y avoir l'aspect performance. Vous êtes à vos entraînements, vous ne performez plus. Vous avez tout essayé, vous faites attention à votre récup, etc. Mais la performance n'évolue pas, voire elle régresse. Vous avez la sensation que les RPE sont plus élevés que d'habitude pour des mêmes charges. Vous avez du mal à tout donner sur vos renfos. Vous êtes au bord du malaise, vous commencez à avoir la tête qui tourne, des sueurs, etc. régulièrement sur vos renfos. Vous faites même peut-être des malaises. Vous pouvez avoir très faim, beaucoup plus que d'habitude. Vous avez du mal à mettre de l'explosivité. Vous avez des courbatures qui durent plus longtemps. Tous ces symptômes, déjà, ça peut vous mettre la puce à l'oreille d'un point de vue entraînement. Après, il y a d'autres symptômes, en dehors de l'entraînement, qui peuvent aussi signifier un manque d'énergie. Ça va être le fait d'être plus irritable, le fait d'être très fatigué tout le temps malgré la récupération. Ça va être le fait d'avoir plus facilement froid, d'être plus sensible d'un point de vue chaleur, avoir une baisse de libido, avoir des troubles digestifs, avoir un sommeil perturbé, avoir faim tout le temps, parce que ça rejoignait ce que je vous disais juste avant, et aussi avoir plus souvent des maladies, être plus sensible, avoir souvent des petits rhumes, voilà, peut-être des petites maladies qui sont pas très graves, mais de façon récurrente déjà ça doit vous alerter parce que c'est signe que votre système immunitaire ne fonctionne pas normalement. Et tous les symptômes que je vous ai décrits, pareil, c'est en lien avec soit le système immunitaire, soit le système hormonal, soit le système nerveux. En tout cas, ça montre un dysfonctionnement à ce niveau-là. Et ça peut être lié au fait que votre corps n'a pas assez d'énergie pour pouvoir fonctionner sur tous ces systèmes-là. Et après, chez les femmes, il peut aussi y avoir des troubles au niveau du cycle menstruel, voire un arrêt des règles. Et tout ça, pareil, ça peut être des signes précurseurs. Et moi, pour vous donner quelques-uns des signes que j'avais du coup pendant cette phase-là, déjà, ma qualité de peau s'est énormément dégradée. J'ai toujours eu un petit peu d'acné. Mais là, pendant cette période-là, ça a vraiment flambé, c'était une catastrophe. Donc, signe que hormonalement, ça allait pas. Troubles digestifs, pareil, j'ai des sensibilités au niveau digestif, mais là, c'était beaucoup plus amplifié. J'ai commencé à avoir, comme je vous l'expliquais, des blessures qui popaient à droite, à gauche et qui se guérissaient pas forcément. Une grosse fatigue. Mon corps arrivait plus à encaisser. J'arrivais à l'entraînement, j'étais déjà épuisée. J'arrivais plus forcément à faire des charges que je maîtrisais. C'était très aléatoire aussi d'un jour à l'autre, parce que j'ai quand même réussi à valider des charges sympas, mais j'ai aussi fail des charges qui sont très faciles pour moi. Donc il y avait déjà pas mal de petits signaux par rapport à ça. L'irritabilité, de la sensibilité aussi exacerbée. Alors déjà que je suis une très grande sensible, je vous dis pas dans quel état j'étais, je pleurais tous les jours. Franchement, c'était un peu catastrophique, j'en rigole maintenant, mais voilà, je pense qu'on est passé pas loin, voire on a été dans le Red S syndrome. Et j'en sors petit à petit. Enfin voilà. Je pense que je ferai peut-être un épisode plus tard quand j'aurai toutes les réponses, parce que là je suis encore en train de faire quelques examens médicaux à propos de tout ça. Donc je vais pas m'avancer sur ce qui n'a pas été diagnostiqué, mais voilà. Ça a engendré en tout cas plusieurs petits soucis. Et évidemment, là, ce que je vous explique, c'était lié en partie à l'alimentation, mais il y avait aussi d'autres choses. Donc faut pas non plus tout mélanger. Donc si vous reconnaissez dans les signaux que je viens d'expliquer, posez-vous quand même la question, essayez peut-être d'augmenter vos calories, ou en tout cas de les compter, voir un petit peu ce que ça représente pour voir si c'est suffisant par rapport à votre mode d'activité. Essayez de vous questionner sur est-ce que j'ai pas changé des habitudes qui peuvent faire qu'en ce moment je suis plutôt basse dans l'énergie que je donne par rapport à celle que je dépense. Est-ce que vous avez apporté moins d'énergie à votre corps ou est-ce que vous avez augmenté les dépenses? Voilà, essayez de vous interroger par rapport à ça. Et rien que le fait de rectifier, de manger un peu plus sur les jours à venir, si ça modifie vos symptômes, c'est que vous êtes plutôt dans le bon par rapport à cette réflexion-là. Maintenant, on va voir comment on va répartir nos macros
notre énergie autour des entraînements et dans notre journée. Alors, il n'y a pas de règle universelle. Ce que je vais vous partager là, c'est ce qui est le plus pertinent, on va dire, pour pouvoir performer sur les entraînements. Mais voilà, ça dépend aussi du mode de vie de chacun, de ce qui est possible ou pas, et des tolérances de chacun. Il y en a qui préfèrent avoir bien mangé avant l'entraînement, d'autres moins. Alors, dans les sports de force, je vous conseille quand même vraiment pas d'arriver à jeun sur l'entraînement, parce que ce sera que peu bénéfique. En vrai, j'ai du mal à voir comment ça pourrait être bénéfique. Dites-moi s'il y en a qui s'entraînent à jeun, en tout cas dans un sport de force. Je dis pas pour aller courir, etc., c'est un petit peu différent. Mais voilà, quand on demande beaucoup d'efforts à notre corps, d'un point de vue force, d'un point de vue intensité, je trouve que c'est quand même compliqué d'arriver à jeun. Bref, on va parler un petit peu de tout ça. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même l'apport énergétique sur votre journée qui prime. Là, je vais vous parler de la répartition, mais de façon générale, c'est l'apport journalier qui prime. Si vous avez suffisamment de calories et vos macros plutôt dans le bon sur votre journée, ce sera bénéfique pour vous. On peut optimiser sur la fragmentation au cours de la journée, mais je veux dire, ce sera pas complètement catastrophique si dans tous les cas vous avez votre apport, peu importe quand il intervient dans votre journée. Donc déjà pour les protéines, on sait qu'en tant que sportif, c'est bien d'être entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps par jour. Après, au niveau de la répartition, ce qui est bien, c'est pouvoir la fragmenter entre 3 à 5 prises, si on prend des collations, pour que ça se répartisse autour de la journée. Pour les glucides, on va viser plutôt 3 à 5 grammes par kilo de poids de corps par jour. Donc vous voyez, la fourchette est plus large parce que ça dépend vraiment de l'activité que vous avez pour la journée. Plus vous avez de séances, plus vous avez de volume d'entraînement ou de dépenses, plus vous allez viser un chiffre haut par rapport aux glucides. Et les lipides ne sont pas à négliger, c'est un peu le macro qui est diabolisé, je trouve, dans le milieu du sport, là où c'est hyper important pour la santé hormonale. Donc tout ce qui est oméga 3 par exemple, ça va être très important. Encore plus chez les femmes, on a vraiment besoin d'avoir des lipides. Donc les lipides à ne pas négliger également. Donc maintenant, comment répartir tout ça autour de l'entraînement ? À l'entraînement, c'est bien d'arriver à l'entraînement quand on a eu un repas dans les 2 à 4 heures avant. Parce que ça veut dire qu'on a eu quand même des glucides lentes et qu'on va encore avoir de l'énergie de ce repas sur la séance. Néanmoins, juste avant, on va dire dans l'heure d'avant, 60 à 90 minutes avant, c'est bien d'avoir eu une collation. Donc si c'est pas le repas, d'avoir eu une collation avec des glucides un petit peu plus rapides. Donc ça peut être une banane, ça peut être des pommes-potes, ça peut être des barres énergétiques. Enfin voilà, une collation. Donc si vous vous entraînez à distance d'un repas, privilégiez les collations juste avant. Ou si vous n'avez pas la possibilité de prendre des collations, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre de la maltodextrine. C'est quoi ? C'est des glucides qui sont rapidement assimilables, et donc ça, vous pouvez en consommer en intra-séance. Moi, c'est ce que je faisais beaucoup quand je m'entraînais après le cabinet. Souvent, j'avais la journée au cabinet et je m'entraînais le soir. Je prenais même pas forcément de collation, on va dire, autour des 4 heures. Ce qui était en vrai pas très judicieux, il aurait quand même fallu que je fasse une collation, mais des fois je me retrouvais à l'entraînement à 20h et j'avais pas mangé depuis le midi, donc autant vous dire que d'un point de vue énergie, on a connu mieux. Donc je prenais de la maltodextrine dans ma gourde pendant ma séance, ce qui fait que c'est des glucides, voilà, je vous disais, rapidement assimilables, et qui vous donnent de l'énergie directement au cours de votre séance. Donc même si vous avez une séance longue, en plus, vous avez vraiment cet apport en glucides un petit peu continu qui vous permet de garder de l'énergie sur toute votre séance. Ça, combiné avec les électrolytes, car en ce moment, avec la chaleur, on perd quand même vachement de minéraux, ça vous permet de garder la forme du début à la fin de votre séance. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est complément, moi je vous conseille de les prendre chez Nutrimuscle, c'est la marque avec laquelle je collabore. Donc vous avez des réductions avec NMA-WB Julie. Je vous mets le lien en description, mais c'est une marque qui est qualitative, qui va pas vous rajouter d'additifs, de produits supplémentaires. Donc au moins, vous avez la qualité des compléments que vous prenez, parce que ça aussi, on pourra en faire un podcast d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais toutes les marques de compléments sur le marché ne se valent pas et ne vont pas avoir du coup le même bénéfice pour vous. Donc c'est très important de se renseigner avant de prendre quelque chose quand même. Ensuite, sur l'après-séance. Donc ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir prendre des protéines pour pouvoir régénérer les tissus qui ont été abîmés pendant la séance d'entraînement. Donc on parle plus de fenêtre anabolique comme c'était le cas avant sur il faut prendre dans les 30 minutes après. Non.
Mais après votre entraînement, si vous prenez une collation, c'est bien de prendre des protéines, donc entre 20 et 40 grammes. Donc pareil, via l'alimentation, si vous arrivez dans votre alimentation à inclure ça, ou sinon avec un shaker, ça se boit très bien, shaker de protéines en post-séance, c'est plutôt cool. Et pareil, on va inclure aussi des glucides pour pouvoir restaurer les stocks de glycogène, encore plus si vous avez eu une séance assez intense avec beaucoup de renfo, beaucoup d'intensité. Là, ça va être intéressant aussi de manger des glucides. Donc à votre shaker de protéines, vous pouvez inclure une banane, vous pouvez inclure des fruits rouges, enfin voilà, un petit peu plus de glucides, ou vous avez même des mélanges avec glucides et protéines qui peuvent être intéressants en complément pour pouvoir prendre ça sur le post-séance. Et enfin, si vous avez du mal à manger, parce que ça c'est une problématique qu'on peut retrouver souvent, avoir du mal à manger en quantité, j'ai envie de dire encore plus là avec l'approche des beaux jours, on a un petit peu du mal en vrai à manger plus. Moi je sais que j'ai énormément de mal à manger les glucides surtout, c'est bien la problématique. Donc j'essaye de me forcer, mais il y a des petites astuces qui peuvent vous aider à avoir plus facilement vos besoins énergétiques et votre total calorique. Donc déjà ça va être de privilégier le liquide. Quand on n'arrive plus à manger en compact, en solide, le liquide via les shakers, ça aide énormément. Donc quand je vous dis shaker, vous avez votre shaker qui est comme ça, et dedans, si vous mettez de la whey, si vous mettez du beurre de cacahuète, si vous mettez des fruits rouges, si vous mettez du lait, une banane, vous pouvez arriver à un gros total calorique, et pour autant, en termes de volume, ça représentera pas tant. Donc c'est plus facile à ingurgiter que si on avait mis le même total calorique, mais en termes d'aliments solides. Donc ça, pensez, shaker et liquide, ça aide énormément, et c'est aussi pour ça que la whey, ça peut être intéressant en complément. Quand on a du mal à manger solide, bah c'est pas qu'une histoire de j'arrive pas à avoir mon total protéiné, c'est juste que bah au lieu de manger du steak et de enfiler 3 steaks pour avoir son total calorique, bah vous mettez votre scoop de whey, et ça permet de manger ça peut-être plus facilement. Ensuite, inclure des collations. Donc au lieu de se gaver de gros repas, moi perso j'arrive pas, inclure des collations. Donc vous pouvez prendre votre petit déjeuner, une collation dans la matinée, votre déjeuner, une collation dans l'après-midi, voire j'ai envie de dire même 2, votre repas du soir et une collation un peu plus tard dans la soirée. Ça permet de répartir un petit peu plus et d'éviter d'avoir cet effet gros repas que j'arrive pas à ingurgiter. Donc ça c'est intéressant aussi. Miser aussi sur la densité calorique, ça va être important pour ne pas avoir plein de volume. Donc par exemple quand vous faites votre repas, mettre de l'huile d'olive, manger des noix de cajou, des choses qui en fait représentent peu de volume mais sont assez caloriques. Ça peut vous aider. Je sais que ça c'est une grosse problématique aussi que j'ai parce que moi je mange très brut. C'est-à-dire je peux manger mon riz comme ça, sans poivre ni sel, au sens propre, ma viande à côté, mes légumes. Mais ça fait qu'en mangeant comme ça, en fait, il faut des quantités énormes pour pouvoir avoir ces apports. Là où ceux qui mettent de la sauce, mine de rien, ça rajoute vite des calories. Tu cuisines avec, je sais pas, du lait de coco, des choses comme ça. Pareil, ça te rajoute vite des calories. Donc ça, c'est un peu la problématique. Mais du coup, cuisiner, pouvoir inclure un peu de sauce, un peu d'huile d'olive, manger des aliments qui sont peu volumiques mais caloriques, ça va pouvoir vous aider. En termes de glucides, moi, ce qui m'a aidé, si vous êtes comme moi, que vous avez du mal à manger des glucides, c'est vraiment ce système de collation, comme je vous disais, inclure des shakers où je me mets des glucides dedans avec mes protéines. Et sinon, en collation du soir, je mange des cornflakes sans sel, sans sucre, vraiment sans sucre ajouté, donc c'est pur. Mais pareil, moi j'aime bien les aliments bruts, donc ça me dérange pas du tout, au contraire, j'aime bien manger comme ça que des trucs sucrés. Et du coup, je me mets ça en collation le soir après mon repas, on va dire 1 heure après, à peu près 1h30 après. Comme ça me refait un apport en glucides, là où sur mon repas du soir, franchement, j'arrive pas à manger mon riz. Là, Laura me disait en ce moment, il faudrait que je mange 100 grammes de riz sur mes repas environ. Je n'y arrive pas. J'ai déjà augmenté à 80 parce que j'étais plus autour de 50 en vrai, donc vous voyez, c'était très peu. Hein. J'ai augmenté à 80, mais je suis en sueur après. Donc j'essaye de faire comme ça avec les collations. Mais voilà, c'est des petites astuces qui peuvent vous aider et vous permettre d'avoir votre énergie suffisante. Et franchement, prenez conscience que c'est ultra important pour vos performances. Vous ne pouvez pas performer à l'entraînement, espérer gagner en performance, être
avoir de l'énergie sur votre séance si votre corps n'en a pas assez. On fait souvent le parallèle avec la voiture, mais en vrai, c'est la même chose. Si vous ne mettez pas du carburant dans la voiture, elle ne peut pas avancer. Votre corps, c'est pareil. Et on ne peut pas espérer performer et évoluer dans ses objectifs si on est tout le temps en mode réserve sur son corps, si on n'apporte pas suffisamment de choses pour que le corps puisse s'adapter, puisse récupérer sur tous les aspects importants pour pouvoir maintenir l'homéostasie, mais aussi évoluer par rapport aux contraintes que vous lui appliquez sur l'entraînement. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et surtout vous a beaucoup aidé pour pouvoir mieux gérer votre alimentation. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, me faire un petit coucou, ça me fera toujours plaisir de savoir que vous avez écouté l'épisode en entier. On se fait des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!